Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. La suite de l'histoire des ducs de Lorraine et de Bar. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment la Lorraine est devenue de moins en moins sous l'influence de l'Allemagne et de plus en plus sous l'influence française. Lorsque son père, Mathieu II, meurt, le nouveau duc Ferry III n'a que 11 ans, et il doit donc attendre ses 15 ans, le 24 mars 1255, pour que la régence de sa mère, Catherine de Limbourg, prenne fin. Pendant cette régence, de son côté, le comte de Bar, Thiébaut II, devenu trentenaire, s'engage dans le conflit de la succession des comtes de Hainaut et de Flandre, car l'un des belligérants est prétendant au trône de ces comtés, Guy de Dompierre, est le frère de son épouse, Jeanne de Dampierre. Mais les armées de Guy de Dampierre, du comte Thiébaut II de Bar et du comte Henri Ier de Vaudémont, fils de Hugues III et petit-fils de Hugues II, sont battus le 4 juillet 1253 à la bataille de Westkapelle par l'armée de Jean d'Avennes, demi-frère de Guy d'Ampierre, et surtout par l'armée du comte Guillaume de Hollande et roi des Romains. Thiébaut II et Guy de Dampierre sont emprisonnés. Thiébaut II est libéré contre rançon de 500 livres en septembre 1254. Guy de Dampierre reste prisonnier 3 ans. Durant son incarcération, le comte Thiébaut II de Bar écrit un poème intitulé « De nos seigneurs, que vous est-il à vie ?» Une complainte de 35 vers décasyllabiques en 5 strophes qui se trouve dans le manuscrit 855 FR de la Bibliothèque nationale de France. De nos seigneurs, que vous est-il à vie? Copains et rares, dites votre ressemblance à nos parents et à tous nos amis. Avant nous, nulle bonne attendance, à quoi fuyions hors du Tewa pays, où nous n'avons joie, soulase ni ri, au comte Othon, j'ai moult grande attendance. En 1255, le duc Ferry III et sa mère Catherine de Limbourg sont en lutte avec la collégiale de Saint-Dié qui leur reproche de ne pas leur avoir versé des sommes d'argent promises par le duc Mathieu II et d'y avoir de plus construit un beffroi. Ce litige va jusqu'à leur excommunication. Cette sentence est levée par l'évêque de Toul, Roger de Mercy, le 20 avril 1255, à la mort de Catherine de Limbourg. Le duc Ferry III, devenu majeur le 24 mars 1255, épouse Marguerite de Champagne, fille de Thibaut IV, comte de Champagne, et roi de Navarre, et de sa troisième épouse, Marguerite de Bourbon. Ce mariage marque le début de l'influence française en Lorraine, d'autant que la nièce de Marguerite de Champagne, Jeanne de Champagne, fille de Henri Ier de Navarre, fils de Thibaut de Navarre et de Marguerite de Bourbon, épousera le 16 août 1284 le roi Philippe IV le Bel, roi de France, roi de Navarre et comte de Champagne. Le 29 juillet 1267, le duc Ferry III est excommunié une seconde fois par le pape Clément IV à cause de ses querelles avec l'évêque de Metz, car ses troupes ont causé des dommages sur les terres de l'abbaye de Remiremont. De son côté, le comte Thiébaut II de Bar fonde, par une charte d'affranchissement, la ville de Pont-à-Mousson, le 21 avril 1261. En février 1283, le duc Ferry III est menacé d'excommunication, car à la mort de l'abbesse de Remiremont, Agnès de Salm, le duc profite des disputes entre les nonnes lorraines et franc-comtoises de l'abbaye pour entreprendre la construction d'une forteresse à Plombières, sur les terres de l'abbaye. Les nonnes s'en plaignent au pape
qui menace Ferry III d'excommunication. La ville de Gérardmer et le lac de Gérardmer n'ont rien à voir avec Gérard d'Alsace, qui vient plutôt du nom Giraud, ville qui fut en réalité fondée par le duc Ferry III de Lorraine en mai 1285. Dans les lieux dits Gérardmer et Longemer, nous devons faire ensemble une ville neuve dans ces lieux. Traduit du latin par Louis Géhin dans Gérardmer à travers tous les âges, en 1892, page 32. Le 30 avril 1291, alors que le duc a ignoré les menaces du pape, l'excommunication devient effective et le duché est frappé d'interdit. Le doyen de Besançon demande même que cesse le service divin et qu'on déterre les morts inhumés dans les cimetières après l'application de la sentence. Ferry III se soumet et signe avec l'abbaye le 18 juillet 1295 un traité de paix surnommé l'Échappenoise. Le comte Thiébaut II de Bar meurt en 1291 et son fils Henri III de Bar prend sa place. En voyant que la comtesse Jeanne de Champagne épouse Philippe IV le Bel, faisant ainsi du domaine royal de France le voisin immédiat du comté de Bar, le comte Henri III épouse Aliénor, fille du roi Édouard Ier d'Angleterre, comme contre-alliance. Quand la guerre éclate entre la France et l'Angleterre, dans l'histoire de la guerre de Cent Ans, le comte de Bar doit attaquer la France, mais il est fait prisonnier par le sire de Châtillon. Il n'est libéré que le 4 juin 1301 par la signature du traité de Bruges, qui fait du comté le vassal du roi de France pour la partie à l'ouest de la Meuse, de son comté, qui sera alors nommé le Barrois mouvant. Le comte Henri III meurt en septembre 1302 à Naples sur le chemin pour tenter une autre croisade. Le duc Ferry III a une politique d'affranchissement des serfs des principales villes de son duché, Nancy, Neufchâteau et Longwy. Et il s'appuie sur la bourgeoisie urbaine de ces villes. Cela lui attire la rancune des seigneurs. Ainsi, lors d'une chasse dans la forêt de Haye, à Laxou, Ferry III est capturé et enfermé dans son château par Adrien des Armoises, seigneur de Maxéville. Des années plus tard, Ferry III parvient à faire parvenir sa bague à la duchesse Marguerite par l'intermédiaire d'un charpentier chargé d'entretenir le toit de sa prison. Celle-ci envoie alors une troupe de soldats pour libérer son époux. Adrien des Armoises libère le duc sans combattre. Le duc Ferry III meurt le 31 décembre 1303 et il est enterré à l'abbaye de Beaupré. La suite de l'histoire des ducs de Lorraine, c'est avec Thiébaut II, qui devient duc de Lorraine en 1303, à la mort de son père, Ferry III. Thiébaut II combat pour le roi de France, Philippe IV le Bel, contre les Flamands à Courtrai, puis à Mont-Saint-Plével, en 1304. Il accompagne ensuite Philippe IV le Bel à Lyon pour le couronnement du pape Clément V en 1305. Le pape Clément V décide de lever un nouvel impôt, la décime, sur les ecclésiastiques, et il charge le duc de Lorraine de le percevoir sur la Lorraine. Mais l'évêque de Metz, Renaud de Bar, s'y oppose. Mais la guerre qui s'ensuit tourne à l'avantage du duc de Lorraine. En 1305, le comte Henri III de Vaudémont envahit le duché de Lorraine et ravage les environs de Nancy. Mais il est battu par Thiébaut II à Réméréville, puis à Puligny. Ils finissent par faire la paix, et le comte Henri III de Vaudémont épouse Isabelle de Lorraine, la sœur du duc Thiébaut II. Le duc Ferry IV de Lorraine hérite du duché le 13 mai 1312. Le 8 novembre 1313, Ferry IV fait prisonnier le jeune comte Édouard Ier de Bar, majeur, à 15 ans, depuis 1310, à la bataille de Frouard.
Édouard Ier est libéré quelques mois plus tard à la suite d'une rançon colossale de 90 000 livres tournois, prévue par le traité de Bar-sur-Aube, signé le 20 mai 1314, qui est payé en partie, pour 10 000 livres, par un emprunt auprès de la République de Metz. À la Diète de Francfort, le 18 octobre 1314, les princes électeurs du Saint-Empire romain germanique, le Serge, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour élire un nouvel empereur. Le sud de l'Allemagne devient le théâtre de nombreuses batailles entre les deux prétendants, Louis IV de Bavière d'un côté et Frédéric de Habsbourg de l'autre. Le duc Ferry IV, qui soutient Frédéric de Habsbourg, frère de son épouse Élisabeth de Habsbourg, est vaincu à la bataille de Mühldorf le 28 septembre 1322 et il est fait prisonnier. Grâce à la médiation du roi de France Charles IV le Bel, Ferry IV est rapidement libéré, mais cela évidemment en échange d'une rançon et de la promesse de ne plus intervenir dans les affaires du Saint-Empire romain germanique, le Serge. En 1324, le duc Ferry IV participe à une expédition menée par Charles de Valois, au nom du roi Charles IV le Bel, contre Édouard de Woodstock, comte de Kent et duc de Guyenne, le prince noir. Ce conflit s'appelle la guerre de Saint-Sardos. De 1324 à 1326 a lieu la guerre des quatre seigneurs, qui coalise le duc Ferry IV de Lorraine, le comte Édouard Ier de Bar, Jean Ier, comte de Luxembourg et roi de Bohême, et l'archevêque de Trèves, Baudouin de Luxembourg, oncle de Jean Ier, contre la République de Metz. Cette guerre a pour but principal de faire annuler à l'oligarchie messine le paiement de dettes qui lui est dû. Et il y a tout d'abord la dette que le comte Édouard Ier avait contractée envers les bourgeois de Metz pour payer sa rançon au duc Ferry IV après sa défaite à Frouard en 1313. Puis, la dette d'Édouard Ier de Bar pour avoir loué des troupes à la cité messine dans son conflit l'opposant à l'évêque de Verdun, Henri d'Apremont. Ensuite, il y a la dette que le duc Ferry IV avait contractée envers les notables messins pour payer sa rançon à Louis de Bavière après sa défaite à Mühldorf en 1322. Enfin, il y a une dette de 50 000 livres tournois qu'Henri, père de Jean Ier de Luxembourg et Bohême, avait emprunté aux banquiers de la République du Commerce pour financer son élection comme empereur du Serge. Mais la version officielle du casus belli est que la République de Metz ne respecte pas envers les quatre seigneurs leurs obligations juridiques de vassaux. En septembre 1324, la ville de Metz fait appel à des mercenaires, 700 cavaliers et autant de fantassins, venant des vallées de la Moselle, de la Sarre et du Rhin pour renforcer sa milice municipale. La République s'achète aussi les services du comte Simon Ier de Zweibrücken Beach, du comte Frédéric II de Saarwerden et du rograve Conrad de Stolzenberg, avec leurs chevaliers, leurs écuyers et gendarmes, tous connus pour leur grande habileté des armes. Pendant ce siège de la cité mosellane a lieu la première utilisation importante des canons en Occident, avec les attaques d'une coulevrine et d'une serpentine. Ainsi, et durant celui assaut, le sire de Bitch, avec son armée, fit ouvrir la porte du pont Rongemont, avec serpentine et canons qu'il avait. Vinrent où l'assaut se donnait, et tirant plusieurs coups d'artillerie, et en tuant beaucoup. De quoi le roi de Bohême, voyant ainsi ses gens tués et meurtris, en fut à Fort-Marie, qu'il fut corné la retraite. Dans Chronique de la noble ville et cité de Metz, par Philippe de Vigneul, publié dans Les Chroniques de la ville de Metz, recueillies et mises en ordre et publiées pour la première fois par Jean-François Huguenin en 1838, page 44a. Les quatre seigneurs ravagent le pays messin.
Le samedi suivant, le dit roi de Bohême, archevêque de Trèves, et le dit comte de Bar, ouïrent nouvelle que le duc de Lorraine venait et avait avec lui aux mains 10 bannières en sa bande, et vinrent par le Saulois, brûlant et pillant les villages où ils passaient, et faisant œuvre inhumaine, où à leurs œuvres sarrasins, turcs et juifs ne sussent pire faire. Ayant fait ces œuvres de gentillesse, arriveront au camp des dits 3 seigneurs prédits. Dans la même chronique de Metz, même page. Après 2 années de troubles, Jean XXII, pape avignonnais, refuse son assistance financière, et le nerf de la guerre oblige les 4 princes à accepter de conclure un traité de paix avec la République de Metz, le 3 mars 1326. Dans cet accord appelé la paix des harengs, parce que ces mets très prisés à l'époque sont servis par les Messins lors des négociations qui ont lieu à Pont-à-Mousson, alors que les routes commerciales sont censées être contrôlées par les 4 seigneurs, assiégeurs de la ville, les bourgeois messins s'engagent à ne plus acheter de terre sur les fiefs des princes sans leur consentement. La guerre des 4 seigneurs pèse très lourd sur les finances de la capitale mosellane, et les choix fiscaux du gouvernement des 6 parèges semblent épargner les grands propriétaires terriens. Le parège du commun demande alors le bannissement de certains patriciens, dont certains commencent à s'exiler, comme le maître échevin Gilles de Belze, le 20 août 1326. Une partie des patriciens s'allie aux mécontents, menés par le patricien Jacquemin Boileau, habitant le quartier d'Outreseille. Les patriciens, exilés, cherchent l'appui des comtes de Bar et de Luxembourg. Craignant une nouvelle guerre féodale, les bourgeois messins ouvrent des négociations avec les exilés, qui finissent par aboutir au rétablissement de la situation antérieure, par un accord signé en juin 1327. Les patriciens font alors graver au-dessus de la porte du pont Rongemont « Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors ». Le 23 août 1326, le duc Ferry IV, le comte Édouard Ier de Bar et le comte Henri III de Vaudémont participent ensemble à la bataille de Cassel, aux côtés du roi de France Philippe VI, fils de Charles de Valois, contre des Flamands insurgés menés par Nicolas Zanekin, contre leur comte Louis Ier, Ludovic von Flanderen. Le duc Ferry IV meurt à Paris le 21 avril 1329. Le comte de Bar, Édouard Ier, part à Chypre dans l'idée de croisade, mais les croisés sont massacrés par les habitants de Famagouste, et le comte y meurt le 11 novembre 1336. Le duc Raoul, ou Rodolphe, surnommé le Vaillant, commence son règne à l'âge de 9 ans, en 1329. Sa mère, Élisabeth de Habsbourg, est régente jusqu'en 1334. En 1337, cela fait 8 ans que le duc de Lorraine attend que le comte de Bar vienne lui rendre ses hommages de vassal. J'ai failli attendre. Ça suffit comme ça! Le duc Raoul monte sur ses grands chevaux et ravage les environs de Pont-à-Mousson. En représailles, le comte Henri IV de Bar ravage l'ouest du duché. En retour, Raoul attaque de nouveau le Barrois. La cascade de Vendetta prend fin avec l'intervention du roi de France, Philippe VI, qui est suzerain sur le Barrois mouvant. Veuf d'Aliénor de Bar, qu'il a épousé en 1329, fille d'Édouard Ier de Bar et sœur d'Henri IV de Bar, le duc de Lorraine se remarie en 1334 avec Marie de Châtillon, fille de Guy Ier de Châtillon, comte de Blois et de Chartres, et de Marguerite de Valois, sœur du roi Philippe VI, de qui il a 2 jumelles, nées et mortes en 1343, et un fils unique, Jean Ier, en 1346. Par son mariage, Marie de Châtillon
porte en dot les seigneuries de Boves et de Guise. Et c'est ainsi que le comté de Guise, en Picardie, est réuni à la Lorraine. En 1339, le duc Raoul fait construire la collégiale de Saint-Georges de Nancy, une ancienne église attenante au palais ducal de Lorraine et servant de nécropole ducale jusqu'à sa destruction en 1743 par le duc François III. Y ont été enterrées la duchesse Élisabeth de Habsbourg en 1353, la duchesse Sophie de Wurtemberg en 1369, le duc Jean Ier en 1390, les princes Raoul et Louis Enfant, le duc Charles II en 1431, la duchesse Marguerite de Bavière en 1434, la duchesse Marie de Bourbon en 1448, le duc Nicolas Ier en 1473, Charles le Téméraire en 1477, le duc Henri II en 1624 et la duchesse Marguerite de Gonzague en 1632. En 1743, le duc François III fera détruire cette collégiale pour agrandir son palais ducal, mais les cendres furent transférées dans la chapelle ronde de l'église Saint-François des Cordeliers. En 1340, le duc Raoul crée la foire de Nancy, qui se déroule tous les ans depuis en avril, d'abord autour de l'église Saint-Èvre. Elle se déroule sur le cours Léopold depuis 1859. En 1341, le duc fonde la confrérie des marchands. Dans les années 1339-1340, le duc Raoul envoie des troupes pour lever le siège de Tournai, assiégé par le roi Édouard III d'Angleterre. Et le duc prête main forte au roi de France Philippe VI. De même, le comte Henri IV de Bar rejoint l'armée du roi de France face à la perfide Albion, mais une trêve est signée fin 1340. Profitant de la trêve, Raoul part combattre aux côtés du roi Alphonse XI de Castille contre les musulmans de Grenade, où il s'illustre à la bataille de Gibraltar le 3 novembre 1340. En France, Raoul aide son beau-frère Charles de Blois dans la guerre de succession de Bretagne, qui débute en 1341 contre le comte Jean II de Montfort. De nouveaux affrontements opposent le duc et le comte autour de la ville de Neufchâteau, mais le roi, Philippe VI, leur impose la paix. Le conflit est réglé par l'arbitrage de Jean Ier, comte de Luxembourg et roi de Bohême, avec tout d'abord un accord entre le duc et le comte le 1er février 1343. Puis ensuite, un autre compromis est signé entre le duc et l'évêque de Metz le 12 avril 1344. Le comte Henri IV de Bar meurt des suites d'une épidémie à Paris le 24 décembre 1344. Il laisse deux fils, Édouard II et Robert Ier. Toujours au milieu de la guerre de Cent Ans, le duc Raoul et le comte Henri IV de Vaudémont combattent auprès du roi de France Philippe VI contre le roi d'Angleterre Édouard III et son fils Édouard de Woodstock, le prince noir. Dans cette défaite de la France à Crécy, meurt le duc Raoul de Lorraine et le comte Henri IV de Vaudémont le 26 août 1346. Le comté de Vaudémont passe alors désormais au sire de Joinville, neveu d'Henri IV par sa mère Marguerite de Vaudémont, qui devient le comte Henri V de Joinville et de Vaudémont. Quand son père meurt à la bataille de Crécy le 26 août 1326, le nouveau duc Jean Ier n'a que 6 mois. Il est né en février 1346. La régence est assurée jusqu'en 1353 par sa mère Marie de Châtillon, puis secondée par le comte Eberhard II de Wurtemberg. Côté allemand, en décembre 1353, Jean Ier reçoit de l'empereur du Serge, Charles IV de Luxembourg et de Bohême, le titre de lieutenant général de l'Empire en pays mosellan. Après la mort de son frère le comte Édouard II de Bar, le nouveau comte Robert Ier reçoit le titre de marquis de Pont-à-Mousson.
Mais puisque le marquisat de Pont-à-Mousson est plus petit que le comté de Bar, mais qu'un marquis est supérieur à un comte, ça paraît illogique aux gens de l'époque qu'un morceau soit supérieur à la totalité. Pour résoudre ce problème illogique, l'empereur Charles IV érige le Barrois en duché en 1354. Jean Ier participe aux côtés des chevaliers teutoniques à des croisades contre les pays baltes en 1356 et en 1365. Côté français, le 19 septembre 1356, le duc de Lorraine, Jean Ier, aide le roi de France, Jean II le Bon, contre les attaques d'Édouard, le prince noir, à Noyers-Maupertuis, puis à Poitiers. Un extrait d'un Célineau. En 1356, le roi de France de l'époque, Jean le Bon, est fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Jean le Bon, ça veut dire ça veut dire un peu le con. Il est un peu. On lui reproche d'être pas à la hauteur, en gros. Voilà, tout en ayant des... Et il est fait prisonnier à la bataille de Poitiers par le prince noir, qui est prince de Galles. Et donc, nous sommes en pleine période médiévale, le roi de France est fait prisonnier, et qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a ce portrait célèbre de Jean le Bon. Il va être emmené en prison en Angleterre, et les Français se retrouvent sans roi. Et donc, les Anglais disent, il nous faut Calais, il nous faut des terres en Guyenne, etc., en Normandie, et on vous rendra le roi de France à condition que vous payiez une rançon. Et donc, cette rançon est considérable, elle doit être payée en or. Le jeune dauphin Charles, le futur Charles V, qui sera un des grands rois de France, est très jeune. On se demande ce que va devenir le royaume de France et on va avoir à ce moment-là un phénomène spontané qui va se produire. C'est que dans toutes les villes de France, ceux qui ont de l'argent, les bourgeois qui habitent dans les bourgs, ceux qui en ont moins, eh bien, donnent tous un petit quelque chose. Et on rassemble tout cet argent pour accumuler la rançon. Avec cet argent, on va acheter de l'or. On va convertir cet argent en or et on va donc frapper une monnaie qui va être celle-ci et qui va permettre de payer la libération du roi. La libération du roi, on va représenter le roi sur cette pièce en or et on va l'appeler le franc à cheval. Pourquoi ça, le franc à cheval? Ben, regardez cette monnaie, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le roi est libre de sa prison. C'est ça que veut dire cette pièce admirable. Il est au grand galop. Il sort au grand galop de sa prison. C'est ça que l'on frappe sur cette pièce qui sert à payer la monnaie, la rançon pour la libération de Jean le Bon. Et on va donc appeler cette pièce le franc, puisque franc, ça veut dire libre. Vous savez, la Franche-Comté, quelque chose qui est franco de port, un franc, ça veut dire exempté ou libre, depuis la nuit des temps. Donc le franc, c'est le libre. C'est le premier franc. La première pièce de 1 franc apparaît ainsi en 1360. La naissance du franc pour libérer le souverain. Être français, c'est avoir sa propre monnaie pour être libre. Il aide aussi le dauphin, Charles V le Sage, à mater une révolte des Parisiens. Et il assiste à son sacre à Reims le 19 mai 1365, avec le duc Robert Ier de Bar. Le duc Jean épouse Sophie de Wurtemberg en 1361. C'est la fille du régent Eberhard II, comte de Wurtemberg, dont il a 3 enfants. Le duc Charles II, le comte Ferry Ier, qui épousera Marguerite de Joinville et de Vaudémont, fille du comte Henri V de Joinville et de Vaudémont, et une fille prénommée Isabelle. Le 5 octobre 1364, le duc Robert Ier de Bar épouse Marie de France, fille du roi Jean de Lebon, qui a beaucoup d'enfants, Yolande, qui épousera Jean Ier d'Aragon, Henri, Philippe, Charles, Marie, Bonne, Édouard III, Jeanne, Jean, Louis Ier et Yolande la Jeune. Comme son père Raoul, Jean part aider son oncle Charles de Blois
dans la guerre de succession de Bretagne. Mais celle-ci s'achève par la mort de son oncle et la capture du duc Jean Ier et de Bertrand du Guesclin le 29 septembre 1364, à la bataille d'Auray, et la victoire de Jean III de Montfort, qui devient alors le duc Jean IV de Bretagne. Dans les années suivantes, le duc Jean Ier de Lorraine aide encore le roi Charles V le Sage, puis le roi Charles VI le Fou, à reconquérir les provinces perdues par le traité de Bretigny du 8 mai 1360, c'est-à-dire le Béarn, le Rouergue, le Périgord et le Poitou, dans le sud de la France, et dans le nord, le comté de Ponthieu autour de la ville d'Abbeville. Vers la fin de son règne, le duc Jean Ier de Lorraine prend ses distances d'avec la France, parce qu'en réglant des litiges internes au duché, entre le duc et la noblesse lorraine, les officiers royaux français tentent de renforcer l'influence du roi de France. Et il commence alors à se rapprocher du duc Philippe II le Hardi de Bourgogne. Le duc Jean Ier de Lorraine décède à Paris le 22 septembre 1390, où il était venu pour défendre sa cause devant le Parlement de Paris, suite à des plaintes des habitants de Neufchâteau pour abus de pouvoir, habitants lorrains soutenus par Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI de France. Le nouveau duc de Lorraine, qui règne à partir de 1390, porte le nom de Charles II, en référence à Charles Ier, qui était duc de Basse-Lotharingie, et qui tenta d'être roi de France à la place du Capet, dont j'ai parlé dans la première vidéo. Dans sa jeunesse, le duc Charles II est très lié à Philippe II le Hardi, duc de Bourgogne, et il continue ainsi la politique de son père Jean Ier. Charles II se méfie de Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, qui soutient à la tête du Serge l'empereur Venceslas, duc de Luxembourg et roi de Bohême, surnommé l'Ivrogne, qui sera déposé et remplacé en août 1400 par Robert Ier de Wittelsbach, le beau-père de Charles II. En effet, en 1394, le duc Charles II épouse Marguerite de Wittelsbach, fille du sus-nommé Robert Ier de Wittelsbach, laquelle mettra au monde la duchesse Isabelle, Louis et Raoul qui sont morts en bas âge, et une deuxième fille prénommée Catherine. De son côté, son petit frère Ferry Ier, fils du duc Jean Ier de Lorraine, épouse la comtesse Marguerite de Joinville et Vaudémont en 1393, et il devient ainsi comte de Vaudémont. Ainsi, les deux frères Charles II et Ferry Ier sont duc de Lorraine et comte de Vaudémont, comme des siècles plus tôt, c'était déjà le cas avec le duc Thierry II de Lorraine et le comte Gérard II de Vaudémont. Ferry Ier de Vaudémont aura deux filles, Marguerite et Élisabeth, et un fils, le futur comte Antoine de Vaudémont. Le duc Charles II, comme plusieurs de ses ancêtres, se dit que c'est une super idée de combattre les Sarrasins idolâtres de Mahomet, d'Apollin et de Tervagan, comme disent les chansons de gestes de l'époque. How dare you! À Tunis, en 1391, à Nicopolis, en 1396, avec Jean sans peur de Bourgogne, fils du duc Philippe II le Hardi de Bourgogne, et dans les pays baltes, en 1399, aux côtés des chevaliers teutoniques. Robert, duc de Bar, marquis de Pont, seigneur de Cassel, et Marie, fille du roi de France, duchesse, marquise et dame des 10 lieues, sa consorte et épouse, licenciée et autorisée de mon dit seigneur, à tous ceux que ces présentes lettres verront et auront, salut. Savoir faisons que eux considérons à la très grande amour paternel et maternel que nous avons et avoir devons, que raison entre très cher et très aimé fils Édouard, mêmement que par la volonté de notre Seigneur, il est de présent notre premier et aîné fils,
Et eux, amis, considérons à ce que le dit Édouard converse et demeure le plus souvent en la cour Monsieur le Roi, et avec Monsieur de Bourgogne, Philippe le Hardi, son oncle, pourquoi appartient à son état, et par spécial afin qu'il puisse être plus grandement avancié en mariage, et aussi en honneur et prérogative qu'il, par le moyen de son dit service, pourra venir, qu'il n'ait par notre libéralité aucune de nos seigneuries, terres et possessions. Nous, de certaines sciences, bien avisés, bien conseillés, et par grande mûre délibération de notre conseil, nous, duc dit, lui avons donné, cédé et transporté notre marquisie du Pont, donné au Pont ce 14e jour de décembre 1399. Dotation du marquisat de Pont-à-Mousson à Édouard de Bar, cité à la page 249 des Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, deuxième série, tome 3, en 1884. En 1400, le duc Charles II, son frère le comte Ferry Ier de Vaudémont, et le marquis Édouard III de Pont-à-Mousson, fils du duc de Bar, combattent ensemble l'évêque de Toul, Philippe de Ville-sur-Illon, et assiègent Toul durant 2 ans avant que la cité épiscopale ne capitule et qu'une paix ne soit signée en 1406. Philippe de Ville-sur-Illon était un évêque de l'Église catholique obéissant à l'antipape avignonnais Benoît XIII, auprès duquel il vit, et un évêque nommé par l'empereur Wenceslas, renversé en 1400 par Robert Ier de Wenceslas. Il mourra à Perpignan en 1409. Et Charles II le remplacera par son frère Henri de Ville-sur-Illon. Louis d'Orléans, frère du roi, est comte de Valois et duc d'Orléans. Puis il devient vidame de Châlons en 1392, comte d'Angoulême en 1394, comte de Blois en 1397, baron de Coucy, comte de Porcieux et comte de Périgord en 1400, comte de Dreux en 1401, comte de Chigny, duc engagiste de Luxembourg et comte de Vertus en 1402, et enfin comte de Soissons en 1404. Louis d'Orléans cherche alors à se créer une principauté entre la France et la Germanie. Ce fantasme sera repris par d'autres, on le verra. Pour cela, Louis d'Orléans prend la tête d'une coalition regroupant le duc Robert Ier de Bar, le duc en titre de Luxembourg, Wenceslas II, et le comte Guillaume II de Namur. Et ils attaquent tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais. Bref, comme je disais, ils attaquent tous ensemble le duché de Lorraine. Mais les coalisés sont vaincus par le duc Charles II le Hardi, au printemps 1407, à Corny-sur-Moselle, puis en juillet 1407 à Champignol. Et non, Champignol, ce n'est pas le croisement d'un champignon et d'un épagnol. Pendant ce temps-là, dans le Nord, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo numéro 1 sur les rois et ducs de Lotharingie, Marguerite de Flandre reçoit de sa tante, la comtesse Jeanne de Brabant, le duché de Brabant, et son époux, Philippe II le Hardi, duc de Bourgogne, devient ainsi l'héritier du duché de Lothier, c'est-à-dire le titre affaibli et symbolique du duc de Basse-Lotharingie. L'assassinat de Louis d'Orléans, sur l'ordre du duc Jean sans Peur de Bourgogne, le 23 novembre 1407, à Paris, met fin à cette guerre contre la Lorraine. Mais cet assassinat plonge la France dans la guerre civile entre les Bourguignons, partisans des Anglais, et les Armagnacs, indépendantistes. Le duc Robert Ier de Bar meurt le 12 avril 1411. Le duc Charles II, très prudent, se rallie aux Bourguignons, mais
il ne s'engage pas dans la fin de la guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais, et il ne répond pas à l'appel du roi de France Charles VI le Fou, suite à l'invasion venue d'outre-Manche du roi Henri V d'Angleterre le 13 août 1415 près de la ville de Harfleur. Puis, le 25 octobre 1415 a lieu le désastre de la défaite française d'Azincourt, que William Shakespeare immortalisera à sa sauce anglaise, The Chronicle History of Henry V, où il fait dire au roi Henri V d'Angleterre: Depuis mon arrivée en France, voici le premier moment où je me sens irrité. Prends une trompette, héros, galope jusqu'à ces cavaliers, là sur cette colline. S'ils veulent se battre avec nous, dis-leur de descendre, sinon de vider la plaine. Ils blessent notre vue. S'ils refusent, nous irons à eux, et nous leur ferons prendre leur volée aussi vite que les pierres lancées des vieilles frondes assyriennes. En outre, nous égorgerons nos captifs. Pas un de ceux que nous prendrons n'atteindra notre pitié. Vous leur dire cela. Depuis mon arrivée en France, voici le premier moment où je me sens irrité. Prends une trompette, héros, galope jusqu'à ces cavaliers, là, sur cette colline. S'ils veulent se battre avec nous, dis-leur de descendre, sinon de vider la plaine. Ils blessent notre vue. S'ils refusent, nous irons à eux, et nous leur ferons prendre leur volée aussi vite que les pierres lancées des vieilles frondes assyriennes. En outre, nous égorgerons nos captifs. Pas un de ceux que nous prendrons n'obtiendra notre pitié. Va leur dire cela. Dans l'acte 4, scène 7. C'est ainsi que meurt à Azincourt le 25 octobre 1415 Ferry Ier, comte de Vaudémont, frère du duc Charles II, Édouard III, duc de Bar et marquis de Pont-à-Mousson, Jean de Bar, seigneur de Puisaye, frère d'Édouard III, Robert de Malle, fils d'Henri de Bar, neveu d'Édouard III. Antoine, le fils de Ferry Ier, devient comte de Vaudémont. L'évêque et cardinal Louis de Bar, le seul survivant de la maison de Bar, devient le duc Louis Ier de Bar. Et il est en même temps évêque de Châlons de 1413 à 1420, puis évêque de Verdun de 1420 à sa mort en 1430. Le cardinal duc de Bar, Louis Ier, recherche la paix et l'amitié avec le duc Charles II de Lorraine. Et les deux signent un traité de paix le 4 décembre 1415. L'assassinat de Jean de Nevers, aussi connu que sous le nom de Jean sans peur de Bourgogne, sur l'ordre du dauphin Charles VII, le 10 septembre 1419, à Montreux-Faution, fait changer au duc Charles II son fusil d'épaule, et il décide de s'en tenir à une politique de plus en plus pro-française, proche de Charles VII. Car il voit que les Bourguignons ont sous le nouveau duc Philippe III le Bon de Bourgogne l'hégémonie sur les deux grands territoires qui se trouvent l'un au nord et l'autre au sud de la Lorraine. Il possède ainsi les Pays-Bas bourguignons, qui sont juste au nord-ouest de la Lorraine, qui correspond en fait au Benelux actuel, et de l'autre côté, il possède la Bourgogne au sud de la Lorraine, qui correspond donc à la région de Bourgogne et de Franche-Comté actuelle. Le cardinal-duc Louis Ier, toujours en artisan de paix, décide de faire fusionner les duchés de Bar et de Lorraine. En effet, comme déjà dit, la maison de Bar a été massacrée à Azincourt, et Louis Ier, étant cardinal évêque, est âgé et il n'a pas d'enfant. Le duché de Bar revient donc à René Ier d'Anjou, le petit-neveu du cardinal-duc. Et sa sœur Marie d'Anjou est l'épouse du roi de France Charles VII.
Pour être plus tatillon, René Ier d'Anjou est le fils de Louis II, duc d'Anjou et seigneur de Guise, et de sa mère Yolande d'Aragon, elle-même fille de Jean Ier, roi d'Aragon, et de sa mère Yolande de Bar, la sœur des ducs Édouard III et Louis Ier de Bar. Bref, le pacifique duc Louis Ier organise le mariage de son héritier René Ier d'Anjou avec l'héritière et fille unique du duc Charles II, Isabelle. René Ier d'Anjou et Isabelle de Lorraine se marient alors qu'ils n'ont que 11 ans, le 20 octobre 1420 à Nancy. Le cardinal-évêque, duc Louis Ier, confie le gouvernement du duché de Bar à René Ier dès les années 1420. Le comte Antoine de Vaudémont affirme sa volonté d'hériter du duché de Lorraine à la mort de son oncle, le duc Charles II. Mais en 1424-1425, les armées de Charles II et de René Ier l'attaquent et l'assiègent pendant 37 mois. Et finalement, Charles II le déshérite officiellement par les États généraux de Lorraine. Mais le comte Antoine de Vaudémont s'allie à son puissant voisin, le duc Philippe III le Bon de Bourgogne et des Pays-Bas. Au début de l'année 1429, le duc Charles II, qui est malade, fait venir Jeanne d'Arc en pèlerinage à Saint-Nicolas-de-Port. Mais celle-ci lui reproche sa vie dissolue et l'engage à quitter sa maîtresse, Alisson Dumay, fille d'un boutiquier de Nancy, qui est la mère de ses enfants illégitimes, Ferry de Bilstein, Jean de Darnieul, Ferry de Lunéville, Catherine et Isabelle, celle-ci étant mariée à Henri de Liaucourt. Sans écouter le conseil de Jeanne d'Arc, le duc Charles II donne à la pucelle une troupe pour l'accompagner à Chinon, où se trouve le roi Charles VII. Mais le duc ne permet pas à son gendre René Ier à se joindre à la Sainte. René Ier d'Anjou hérite du duché de Bar après la mort du cardinal-évêque et duc Louis Ier, le 26 juin 1430, à Varennes, dans le comté de Champagne, mais qui est actuellement dans le département de la Meuse. René Ier d'Anjou devient duc consort de Lorraine après le décès du duc Charles II, le 25 janvier 1431 à Nancy. J'arrête ici cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, et je vous raconterai l'histoire des successeurs de René Ier d'Anjou, comment ils ont fait fusionner le duché de Bar et de Lorraine, comment ils ont lutté pour leur indépendance et contre l'invasion des troupes françaises, et finalement, comment a eu lieu l'échange de bons procédés entre la France, l'Autriche et la Lorraine. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!